7h05 sur Radio Fidélité. Je le disais tout à l'heure, ce matin, Tiffaine Cellier part de nouveau à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Et aujourd'hui, Tiffaine, vous nous emmenez à 30 km au nord de Nantes, du côté de Nozay, cette commune particulièrement dynamique au cœur d'un territoire rural. Bonjour Tiffaine. Bonjour Clara, bonjour à toutes et à tous. Et oui, ce matin, nous posons nos micros à Nozay, au cœur du pays nozéen, forcément, dans le nord de la Loire-Atlantique, aux marches de la Bretagne. Une belle paroisse, la paroisse Saint-Clair en pays nozéen. 8 clochers forment cette paroisse: Abaret, Jean, La Grigonnet, je le dis bien père, Jean, on se lira après, La Grigonnet, Puceul, Saffré, Tréfieux et Vey et Nozay, la commune centre. Un territoire de 308 km², près de 17 000 habitants, une population en croissance régulière. Une paroisse créée en 2003, jeune donc, mais déjà bien ancrée. Et pour nous guider dans cette découverte, je suis accueillie ce matin par le père Jérôme Rialan, curé de la paroisse Saint-Clair en pays nozéen et de la paroisse Saint-Guénolé en pays lamé. Bonjour père. Bonjour Tiffaine. Je vous ai déjà fait intervenir, je suis désolée, les mots sont pas toujours faciles à dire. Mais voilà ce que je vous prépare pour ces 2 heures, tous, même à nos auditeurs. Jusqu'à 7h30, vous allez faire connaissance, on va faire connaissance avec vous, père Jérôme Rialan, votre parcours, votre vision du ministère, ce que vous découvrez dans cette paroisse depuis votre arrivée en août dernier. À 7h31, place à la vie paroissiale. Marie-France Lefebvre et Jean-Pierre Guiton nous parleront du pèlerinage en hommage au bienheureux Jean-Baptiste Malo, ce missionnaire né ici même à La Grigonnet, béatifié au Laos. Puis Gilles Provost nous emmènera dans la nuit du 8 décembre pour les pèlerinages au flambeau de Jean. Et Marc Chanlon nous parlera d'Église verte, l'engagement écologique de la paroisse. Un beau programme. À 8h05, le père André Zerbo et le frère Bernard Lemenet nous parleront d'une belle nouvelle, des jeunes collégiens qui demandent le baptême. Puis nous voyagerons dans l'histoire avec Raphaël Leray et Gilles Provost. Et pour finir, à 8h45, Jean-Claude Provost, maire sortant de Nozay, nous donnera son regard sur ce territoire et sur le lien entre vie civile et vie paroissiale. 2 heures au cœur d'une paroisse rurale, vivante et enracinée. Eh bien, Clara, c'est parti. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Père Jérôme, on va parler de votre paroisse aux 8 clochers que j'ai commencé un peu à présenter. Mais avant cela, comme à chaque fois, j'aimerais qu'on prenne le temps de faire votre connaissance, qu'on parle un peu de votre parcours, de votre vision du ministère. Pour commencer, c'est une question que j'aime bien poser aux curés que je rencontre, parce que c'est assez mystérieux. Donc vous êtes né à La Chapelle-sur-Erdre, vous êtes un enfant du pays. Ma question, elle est toute simple. Comment est-ce que vous avez reçu cet appel à être prêtre ? Alors c'est surtout à 10 ans en fait, puisque l'institutrice nous avait expliqué l'évangile qui était donc le passage de Jésus sur les bords de lac de Galilée où il appelle ses disciples Pierre, Jacques, Jean, venez à ma suite, et elle avait rajouté pour les prêtres c'est la même chose, ils suivent Jésus. Et dans ma tête, moi, ça a fait titre parce que je me suis dit, si c'est possible aujourd'hui de suivre Jésus, je savais pas ce que ça voulait dire trop être prêtre parce que je connaissais pas vraiment en fait. Mais enfin, moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais être prêtre. Bon, il a fallu que ça mûrisse. Oui, quand c'est même. ça. C'est resté quand même dans un coin de votre tête jusqu'au séminaire. Alors oui, je pense que ce qui était fondateur pour moi, c'était la prière en famille. C'est là que ma relation avec le Christ a vraiment pu s'enraciner. Donc c'est dans cette prière toute simple le soir que l'on faisait. Et donc je connaissais pas tant que ça la paroisse parce qu'à l'époque la famille n'était pas encore pratiquante. Elle est devenue de plus en plus. Mais donc après ma confirmation, il y a eu une nouvelle étape en fait, et donc oui, peu à peu, j'ai découvert la vie de l'Église. Finalement, je disais que la confirmation a été une étape, c'est que on a changé de paroisse pour
pour ce sacrement. Ouais. À la mesure que dans la Chapelle-sur-Erdre, il n'y avait pas à ce moment-là de groupe qui pouvait m'accueillir pour faire ma confirmation. Maman tenait à ce quand même que je la fasse. Mhm. Elle était voir l'église où j'avais été baptisé parce qu'auparavant ils étaient sur la paroisse de Saint-Paquier qu'ils n'avaient pas fréquenté, mais on leur a dit si c'est pas possible à Chapelle-sur-Erdre, revenez donc dans votre paroisse de baptême. Et donc là où j'avais été baptisé. Et donc ils m'ont accueilli et là ils m'ont proposé aussi de rejoindre le service des vocations, puisque j'avais émis le désir de devenir prêtre. Et il existait à ce moment-là un groupe de mineurs. Hein, donc on était encore... moi j'étais encore fin collège. Hein, donc, c'est jeune. Voilà. Mais ça m'a permis de... Moi j'ai découvert l'église grâce au service des vocations, puisque je faisais partie d'aucun mouvement. Aucun groupe de jeunes. Et ça a été mon premier groupe de jeunes. Voilà. Et alors, vous avez été ordonné en 2001 à Nantes et vos premières années de ministère, c'était à Machecoul. Qu'est-ce qui a marqué ces débuts ? Alors, je me souviens, quand je suis arrivé, c'était un jeudi, c'était le jour du marché aussi. Pas jeudi, c'était le... Jeudi, c'était en Snimas. C'était le jour du marché. Et, vous vous souvenez de chaque jour dans chaque paroisse. Oui. Et c'était pour moi à découvrir, à me dire j'aurais plein de personnes à découvrir quand on est nouveau prêtre. Hein, c'est ça qui marque le plus, c'est se dire on élargit considérablement le nombre de relations, puisque potentiellement on peut annoncer Jésus-Christ à tous. Alors j'étais accueilli par un prêtre qui avait 40 ans de plus que moi. Et on rigolait parce que on fêtait nos 100 ans à nous deux. Moi, j'avais 29 ans quand j'étais ordonné, donc j'ai fêté mes 30 ans quand lui a fêté ses 70. Donc on fêtait nos 100 ans. Et donc Jean Garot m'a accueilli, et c'était vraiment quelqu'un qui m'a aidé à poser les choses, ne pas paniquer, ne pas stresser. Et il avait cette sagesse d'un ancien. Là. Donc, lorsque j'ai découvert cette paroisse, évidemment, ce qui marque, c'est avant tout la pastorale des jeunes. Hein, quand on est jeune, donc découvrir tout l'accompagnement des jeunes que je vais poursuivre après en SNI. Oui. Et donc c'est ce qui m'a beaucoup marqué, d'autant plus que lorsque l'on est prêtre, on a la chance d'être jeune prêtre assez longtemps en fait. Hein. C'est vis-à-vis des habitudes, souvent on considère, même maintenant où j'ai quand même 53 ans, parfois vous êtes un jeune on prêtre. me dit vous êtes jeune. C'est chouette, c'est génial, c'est quand même sympa. Bon, on espère avoir des prêtres plus jeunes. Du coup, comme vous l'avez dit, vous étiez en SNI après, un vaste territoire, 22 clochers, avec un travail spécifique autour des jeunes et de la formation biblique, c'est ce que vous disiez. Je vais passer, après c'était Aigrefeuille-sur-Maine en 2013, et en 2017 vous traversez vers Savenay, la paroisse Saint-Martin du Sillon, 8 ans là-bas. On y était justement début février. C'est pas facile, on imagine, de quitter une paroisse après autant de temps. Non. Alors c'est 8 ans, c'était le maximum que j'ai connu. C'est ce qu'ils disent. C'est qu'il y a un déchirement quand même. Ah oui, j'espère être au moins aussi longtemps ici, on verra. Hein. Donc on n'est pas maître puisque c'est l'évêque qui nomme et qui appelle. Mais voilà, donc c'est 8 ans, oui, ça a été pour moi une expérience où j'ai pu quand même j'étais resté que 4 ans à Aigrefeuille, donc c'était vraiment trop court. Là, j'ai pu commencer vraiment à avoir tissé des liens. Donc, lorsqu'on change de paroisse, c'est vrai qu'il faut se dire qu'on change de lien aussi. C'est pas très facile parce que je repense assez régulièrement à des personnes que j'ai connues. Bon, je ne vais pas les appeler pour leur dire comment ça va, etc. Parce que on peut le faire ça avec quelques personnes qui nous ont, avec lesquelles on décide de garder du lien, mais vous voyez, il faut accepter aussi de laisser la mission à quelqu'un d'autre.
Et donc, c'est pas facile, hein. des gens que on se rend pas compte, nous, des gens que j'avais accompagnés vers le baptême, etc. Je me dis ils seront accompagnés maintenant par un nouveau curé. Donc, je vais pas non plus essayer de leur de suivre leur parcours. Donc c'est de nouveaux liens et je pense, je salue d'ailleurs s'ils m'entendent mes anciens paroissiens, que ça soit dans les paroisses autour de Savenay, autour d'Aigrefeuille, autour d'Ancenis, de Machecou, que je n'ai pas oublié. Le message est passé. Et en août 2025, vous voilà, oui. D'ailleurs, puisque je peux faire une annonce aussi, je vous en prie. Je vais fêter mes 25 ans d'ordination. Donc bravo. Tous ceux avec lesquels j'ai pu créer des liens, et bien sûr, tous ceux qui m'ont connu, sont invités à une messe d'action de grâce pour mes 25 ans d'ordination, donc le 14 juin. Alors du coup, ça sera à Maison Saint-Donatien à Derval. À la Maison Saint-Donatien à Derval, le message est passé. Messe à 11h le 14 juin, et puis après, pique-nique pour ceux qui peuvent aussi. C'est un bon anniversaire, ça a 25 ans, waouh. Justement, pour continuer dans les 25, en août 2025, vous voilà à Nozay, et vous avez également la paroisse Saint-Guénolé à Derval, 14 clochers en tout. Comment est-ce que vous avez reçu cette nomination ? On parlera de vos missions après, mais au moins comment vous avez reçu cette nomination ? Alors j'allais dire, comme d'habitude, je me suis dit, on m'envoie dans un endroit que je ne connais pas encore. Bon, donc ça m'est arrivé à chaque fois, peut-être j'avais pas l'occasion vraiment de venir particulièrement à Nozay ou Derval. J'étais venu... alors la Maison Saint-Donatien, c'est l'ancien Juvénat des frères, donc ça a servi de collège et surtout de lieu d'accueil. Ça sert d'ailleurs toujours. On peut faire une rencontre lorsque l'on anime des groupes, des groupes et qu'on veut faire une récollection par exemple, ou un week-end avec des jeunes. Ça arrive très régulièrement qu'il y ait donc du monde à la Maison Saint-Donatien. Et moi-même, j'en avais profité pour un week-end confirmation de venir à Derval, où se trouve cette Maison Saint-Donatien. Mais c'est tout ce que je connaissais. Je ne connaissais pas les paroisses en elles-mêmes. Donc, je suis commencé par entrer dans les églises, voir... mais en avoir deux en découvrir. Même temps, ça peut être aussi un petit peu il m'a fallu flippant. Du temps pour voir les 14 clochers. Voilà. Et alors les gens, c'est encore plus long parce qu'on commence par découvrir tout le monde en même temps un peu le dimanche. C'est bien que j'ai... avec mon confrère André, on s'est dit qu'on allait faire un peu le tour justement de nos clochers en allant dire la messe en semaine. Il y avait, ça avait été regroupé, les messes. Ça se comprend très bien parce que il y avait aussi des questions pratiques. On a l'impression parfois d'être tout le temps sur la route, mais je me suis dit il faut qu'on aille aussi à la rencontre des personnes. Donc on a mis des messes en semaine dans chaque clocher, ce qui nous a permis d'ailleurs au moins d'avoir cette joie de découvrir les gens là où ils habitent. Oui, puisque vous exercez votre ministère ici avec le Père André Zerbeau qu'on entendra tout à l'heure. Merci Père Jérôme pour ce retour sur votre parcours. On va en parler juste après, on va continuer, on parlera de votre paroisse juste après l'évangile de ce vendredi 20 mars. Il s'agit de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 1 à 2, 10, 14 et 25 à 30. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé.
lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Lorsque je rencontre des catéchumènes, et il faut bien reconnaître que ces temps-ci c'est assez fréquent, je suis en admiration devant la multitude de questions qu'ils ont, questions auxquelles j'essaye de répondre, mais qui ouvrent pour eux de nouvelles questions. Ils sont comme ces gens de Jérusalem qui attendent le Messie et se posent plein de questions sur lui. Ils attendent ce Messie depuis si longtemps, car ils ont mis leur confiance dans le Dieu d'Israël, et ils s'interrogent sur la manifestation de Dieu dans leur vie. De la même manière, je suis un peu surpris lorsque je rencontre des chrétiens que je qualifierais d'héritiers, chrétiens de longue date qui ont été baptisés il y a longtemps et qui, de fait, m'interpellent rarement. Pourquoi ? Ont-ils l'impression d'avoir fait le tour de la question ? Peut-être veulent-ils ne pas me déranger. Le plus souvent, ils ont moins soif que les catéchumènes, et ils sont même admiratifs devant les questions des catéchumènes. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu restera toujours un mystère pour nous. Or, en théologie, un mystère, ce n'est pas quelque chose que l'on ne comprend pas, mais quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une histoire que l'on attribue à saint Augustin. Un jour, Augustin méditait sur le mystère de la Trinité. Alors qu'il se promenait sur la plage, il aperçoit un enfant qui joue. Il observe cet enfant qui a fait un trou dans le sable, et il fait des allers-retours entre son trou et la mer. L'enfant prend son petit seau, il le remplit d'eau et le vide dans son trou. Saint Augustin est intrigué, il interroge l'enfant. « Que fais-tu avec ton seau et ce trou ?»« Je vide la mer dans ce trou, » répond l'enfant. Saint Augustin rit intérieurement et dit à l'enfant « Mais c'est impossible, il y a bien trop d'eau et ton trou est trop petit. »« Peut-être, » répond l'enfant, « mais cela me serait plus facile qu'à toi d'épuiser avec les seules ressources de la raison humaine les profondeurs du mystère de la Trinité. » Puis l'enfant disparaît. Augustin comprend que c'était un ange. Frères et sœurs, une foi vivante est une foi qui se pose des questions, qui n'hésite pas à interroger. Alors, à vos questions. Et on vient d'entendre l'Évangile selon saint Jean, chapitre 7, versets 1 à 2, 10, 14 et 25 à 30, commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse Saint-Pierre-des-Eaux. En ce dernier jour de Radio Don, nous sommes toujours en direct de la paroisse Saint-Clair en Pays Nauséen, en votre compagnie, Père Jérôme. Alors Père Jérôme, cet Évangile qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qu'il vous inspire ce matin ? D'abord, je salue le père Philippe Girard, on a été ordonné la même année. Et donc, oui, ce vous me connaissez, point d'interrogation, interpelle parce que nous n'avons jamais fini de connaître le Christ. Lorsque j'avais 18 ans, j'allais voir un prêtre à la Chapelle-sur-Erdre qui était retraité. Et donc, il était disponible. Mais alors, du coup, il y avait toujours des livres sur sa table, en particulier la Bible. Et j'y allais assez régulièrement, en fait, pour un accompagnement spirituel. Il me faisait part de ses découvertes dans la Bible. Et il avait plus de 80 ans, donc moi, quand on est jeune, on se dit, la Bible, manifestement, il l'a lue de nombreuses fois, mais il en découvre encore. Et pour moi, ça m'avait donné envie de découvrir cette Bible comme une source inépuisable. Et j'en découvre, c'est vrai. Encore toujours. Aujourd'hui, oui, là, je regardais dans cet évangile, je me dis, mais on parle des frères de Jésus qui l'avaient interpellé et puis donc qui montent à Jérusalem avant lui. Et je me dis, donc il avait gardé un lien avec ses proches, Jésus. Parce que lorsque les frères, c'est les frères à la mode orientale, c'est toute la famille, tout le clan, on va dire. Mais il garde ce lien tout en étant libre.
C'est-à-dire que ces relations n'épuisent pas le mystère du Christ. Hein. Il est plus que simplement le frère de son clan. Et donc, je dis, voilà, les relations sont importantes. Jésus les a vécues. Et en même temps, il sait, lui, qui il est personnellement. À propos de relations, justement, avant l'écoute de cet évangile, on parlait de votre arrivée ici à Nozay-d'Herval, de vos visites dans les différents clochers, et vous dites que la disponibilité et la simplicité dans les relations sont vos deux vertus cardinales pour aller vers les gens. Ça, c'est quelque chose qui s'est construit au fil de vos ministères. Alors j'ai dit, je sais pas, on dit beaucoup de choses quand on est prêtre, et on essaie de les vivre surtout, parce que les dire ne suffirait pas. Je crois que c'est en tout cas mon espérance de vivre, parce que j'y suis appelé par les gens. En fait, ce que je vois, c'est cette simplicité dans l'accueil. Hein, quand je suis arrivé ici, les personnes m'ont accueilli, mais vraiment très simplement, en fait, avec une relation immédiate, en fait. Hein, c'est ça qui est touchant, parce qu'il faut faire confiance lorsque l'on ne se connaît pas. Et donc, j'ai pu moi-même essayer d'aller à la rencontre. Alors, par exemple, d'aller au repas des aînés, ou des anciens. Voilà. Donc, c'est des moments évidemment où on peut se partager un peu librement, même aussi avec des personnes non pratiquantes. Hein. Et puis dans la paroisse, il y a, je veux dire, cette volonté d'aller aussi à la rencontre. C'est moi qui me touche, parce que il y a quand même les distances dans le. Ah oui, ça ne facilite pas les choses. Ça ne facilite pas toujours les choses. On en est conscient et on se dit qu'on demande parfois un effort. Là, par exemple, hier, on était à un rassemblement pour les 2 paroisses sur la pastorale des funérailles. Oui. Et c'était un rassemblement fraternel. Alors ça me plaît beaucoup. Je trouve que, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon prédécesseur. Et donc, ce rassemblement fraternel fait qu'on rassemble tous ceux qui participent. Alors que ça soit les officiants, mais les accompagnants, mais aussi les sacristains, mais aussi ceux qui tiennent la permanence téléphonique, mais aussi les animateurs de chant. C'est ces moments-là, j'allais vous demander, c'est ces moments-là que l'on crée, parce que quand on a 8 clochers, 17 000 habitants, un territoire rural qui grandit, parce que les gens de Nantes viennent parfois, les néo-ruraux, et vous êtes le seul curé avec le père Zerbo pour les 2 paroisses, c'est une façon de faire église. Oui. De permettre. Oui. Alors oui, parce qu'il faut être conscient qu'on a un lien, c'est le Christ. Alors, parce que c'est quand même. Alors c'est pas le curé qui fait le lien entre les paroissiens. C'est pas, ça serait pas possible. Moi, je pourrais pas faire le lien avec. Seul, c'est un chantier pharaonique. Avec ces 2 paroisses et leur clocher, ça serait pas possible. On essaie d'être signe du Christ, mais on est conscient que le Christ a un pouvoir de nous unir. Et ça, on y croit. Et vous êtes aidé dans cette mission par Laurence Porquet, qui est la coordinatrice pastorale, qui est à côté de nous et qui accueille ce matin tous les intervenants. Quel est votre chantier prioritaire pour cette première année à Nozay ? Qu'est-ce que vous commencez qu'est-ce qui commence à émerger dans votre travail comme piste de chantier, Père ? Il y a d'abord la découverte. Lorsque c'est la première année, ce n'est pas là que l'on commence tout de suite à mettre, enfin pour moi je trouve, on est en phase d'observation. Un gros chantier. Mais il y a déjà ce qui avait été commencé dans le rapprochement des 2 paroisses. Et justement, en fait, on voit qu'il y a ce plaisir de collaborer assez souvent entre les paroisses, parfois des activités qui sont déjà communes, un bon nombre d'activités qui sont déjà communes entre nos 2 paroisses. Voilà, c'est d'abord aller dans ce sens-là, avec peut-être jouer davantage encore sur la complémentarité de nos 2 paroisses. On s'est posé la question de savoir s'il fallait faire 2 jeudis saints. 2 vendredis saints. Alors là, on s'est dit, vu les distances, c'est peut-être mieux, parce que nos 2 paroisses n'ont pas encore été unifiées pour tout le monde. Il y a encore pour qui sont rattachés à leur paroisse. Et donc, ça serait c'est un peu difficile voilà, on perd un peu du monde, forcément, lorsqu'on demande aux gens de Derval de venir à Nozay de venir à Derval.
Je dis Nozay ou Derval, mais c'est tous les clochers qui sont autour. Hein. Bien sûr. Et donc on se dit on va pas le mettre à la même heure, comme ça. Ça invite aussi des gens qui travaillent le soir à aller plus tôt là où l'horaire les conduit, même si ce n'est pas leur paroisse là où ils habitent. Des gens qui ne veulent pas se déplacer le soir vont venir aussi. Voilà, là dans la célébration. Donc ça va commencer à mélanger un peu nos deux paroisses. Alors ça a déjà été fait l'année dernière. Il y avait eu qu'une seule commune, mais parce que mon prédécesseur, donc que je salue aussi, Rémi Crochu, qu'on a vu la semaine dernière au Croisic, était dans une situation où les prêtres plus âgés ne pouvaient pas assurer, et donc il était tout seul. Du coup, voilà. Il est 7h passé de 31 minutes. Merci infiniment, Père Jérôme, pour ces échanges. Dans quelques instants, place à la vie paroissiale de Saint-Clair en Pays Nauséen. Vous restez avec nous, bien sûr. C'est le tour des clochers. Tiffaine, vous êtes toujours en direct de la paroisse Saint-Clair en Pays Nauséen en compagnie du Père Jérôme Rialan, donc. Exactement. Et avant d'accueillir des paroissiens engagés, je rappelle qu'en ce dernier jour de semaine spéciale à Radio Don, nous avons besoin de vous. Si Radio Fidélité fait partie de votre quotidien, aujourd'hui, vous pouvez lui rendre un peu de ce qu'elle vous apporte. Alors pour participer, radio-fidélité.fr ou un chèque au 6 rue Malherbe à Nantes. Et si vous souhaitez nous raconter pourquoi vous écoutez Radio Fidélité, appelez-nous au 02 40 69 27 37. 02 40 69 27 37. Chers auditeurs, on a envie de vous entendre. Un immense merci pour votre soutien. Et tout de suite, j'accueille Marie-France Lefebvre et Jean-Pierre Guiton. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vous en prie, rapprochez-vous des micros, qu'on vous entende bien. Alors Marie-France, vous êtes membre d'une équipe liturgique. Jean-Pierre, vous êtes sacristain. Oui. Et vous êtes tous les deux liés à un beau projet paroissial, le pèlerinage sur les pas du bienheureux Jean-Baptiste Malo. Alors Jean-Baptiste Malo, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui est-il ? Alors, Jean-Baptiste Malo est né à Lagrigonnet le 2 juin 1899, d'une famille nombreuse. Il avait donc 7 frères et sœurs. Il est né à Lagrigonnet, baptisé même jour dans l'église paroissiale donc de Lagrigonnet. Il avait des frères et sœurs, donc 7, et 4 étaient dans la religion en fait. Oui, ils étaient nombreux dans la famille à être ordonnés. Ils étaient 2 missionnaires africains et une sœur une sœur cloîtrée. Oui. Religieuse cloîtrée. Donc une famille pratiquante. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors ? Il est né en 1899 à Lagrigonnet, c'est ça. Voilà. Il a été. Il souhaitait rejoindre les missions étrangères, mais il n'a pu qu'à partir de 29 ans. Il est devenu prêtre à 29 ans. Il est devenu prêtre plus tard. Ah, je croyais qu'il était prêtre à 29 ans. Il est allé à 29 ans aux missions étrangères de Paris et il a été ordonné prêtre le 1er juin 1934. C'est ça. Voilà. Avec les missions étrangères de Paris. Et alors après 2 mois après, il est allé en mission en Chine. Oui. Il est resté pas mal d'années, une vingtaine d'années, il me semble. Et ensuite, il est obligé de forcer de revenir. Ils ont été par les guerres, ils ont été obligés d'être rapatriés en fait, et lui être soigné aussi un petit peu. Il avait une santé assez fragile. Il est revenu en France et il est reparti ensuite au Laos, où il a poursuivi sa mission dans des villages retirés et il a pu, il a été arrêté aussi et là ils ont subi une marche forcée de 1200 kilomètres et il n'a pas pu, il est mort de faim et d'épuisement. En 1954. Il a eu la diarrhée parce qu'il mangeait que des choses avariées. Ah oui, d'accord. Après avec la faiblesse, il est mort en cours de route. Et alors, il est béatifié le 11 décembre 2016 au Laos. Il est vu comme un martyr. Comment est-ce que cette figure, elle est présente ici à Lagrigonnet, dans la paroisse ? Qu'est-ce qu'il représente pour cette paroisse ? Je ne sais pas vraiment ce que dire parce que
c'est quelqu'un de la région, du coin, Oui. donc forcément on veut faire revivre un petit peu Son histoire. Ouais. et la faire connaître également. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il a été béatifié au fond, père ? Alors là, vous en savez plus, les attendants en savent plus, mais je voulais rajouter que bien sûr, ça fait partie des pèlerinages qui ont été proposés au cours de l'année jubilaire. Donc, la paroisse elle-même a vécu ce pèlerinage aussi sur les pas de Jean-Baptiste Malo, mais aussi plusieurs peut-être dans le diocèse ont pu venir à Vey et à la Grégonais, puisque Grégonais était appartenait à la paroisse de Vey à cette époque. Oui, exactement. Oui. Voilà. Oui, donc ça marque quand même d'avoir un paroissien qui est devenu saint, ça encourage quand même. C'est un martyr, donc c'est pour ça qu'il a été béatifié. C'est à l'initiative de Monseigneur Père Soroux que des grandes figures comme ça ont été mises en valeur dans le diocèse et créé des marches, des pèlerinages sur leurs traces. Donc là, depuis l'inauguration a été faite en mai 2025 finalement. Et puis vous m'avez dit que depuis 3 ou 4 groupes de différentes paroisses ont déjà réalisé ce pèlerinage. C'est encourageant ça. Oui. Et comment ça se passe concrètement ? D'où on part, vers où on va ? Expliquez-nous. Le départ, si on veut, c'était de la Grégonais. On partait de la Grégonais et ensuite, les gens prenaient la direction de Vey, la chapelle Saint-Germain. Alors, les gens qui veulent faire le pèlerinage, souvent ils appellent ici à la paroisse et puis ils me donnent mon numéro de téléphone et moi je vais leur ouvrir l'église et j'explique un petit peu l'histoire de Jean-Baptiste. Alors les gens ils repartent et puis... Ils ont un chemin. Oui. Souvent, ils ont déjà les plans, savoir le chemin qui avait été prévu pour aller d'Agrigonnet à Vey. D'accord. Environ 2,5 km. Oui. C'est très... dans campagne. C'est une belle mise en valeur de votre paroisse quand même. Oui. Puis alors quand on avait fait autrement la journée, on a vu un accueil pour commencer à l'école privée. Ça, c'était en mai dernier, l'inauguration. Oui. Ensuite, on a été à l'église, il y avait une petite cérémonie. C'était prévu à 10h. 10h30, c'était le départ pour aller sur Vey. Et puis l'arrivée, c'était autour de midi et demi au théâtre de Verdure, oui. Et ensuite, là, il y avait le pique-nique. Les gens, il y avait les petites boissons et tout ça. Et on était un groupe pour ramener les gens, ceux qui avaient laissé leur voiture à la Grégonais. Donc on a ramené les chauffeurs pour qu'ils puissent revenir. Et parce que dans les voitures, ils avaient leur pique-nique, ils avaient pas mal de choses. Donc, et il y avait du monde à cette inauguration ? Une 50aine, je pense qu'on devait être à peu près. De tous âges ? Oui. Et ensuite, il y a à la chapelle Saint-Germain, il y avait un chemin de croix. Et on s'est retrouvés à l'église de près de Vey pour une messe. Voilà. Et vous en gardez un bon souvenir ? Oui. Très bon. Oui. Et pour vous, ce bienheureux Jean-Baptiste Malo, c'est une figure qui peut parler aux gens aujourd'hui ? Parce que c'est pas facile de se dire il faut que j'atteigne moi aussi la santé. Est-ce qu'il faut que j'aille au Laos me faire martyriser pour être un bienheureux ? C'est quand même une figure assez exceptionnelle. Pour nous, c'est un peu plus vieux si on veut. C'est bien qu'on le connaît moins. On a connu davantage le père Malo, Samuel Malo. C'était quelqu'un de la Grégonais qui a été à Madagascar, qui se fait assassiner aussi là-bas. Mais c'est bien quand même de rappeler ces martyrs et de les vénérer, je veux dire un petit peu, d'avoir toujours en tête qu'il leur est arrivé quand même des choses terribles, malgré la foi qu'il avait, parce que juste avant sa mort, il a gardé sur lui, il avait qu'un seul objet à garder, et il a gardé sa soutane en fait. Donc pour lui c'était tout, et il a consacré sa vie vraiment jusqu'au bout au Seigneur, et ça c'est très beau. D'ailleurs au Laos, ils ont les villageois sont tombés par hasard sur l'enterrement le jour où il est décédé, donc, et ils en ont fait un tombeau qui existe toujours et qui est vénéré là-bas au Laos. Ce sera peut-être un voyage à faire entre paroissiens. Merci beaucoup Marie-France, merci Jean-Pierre. Un pèlerinage qui fait vivre la mémoire d'un homme né ici même. Et on reste dans l'univers des pèlerinages avec cette fois des flambeaux, une nuit d'hiver et la fête de l'Immaculée Conception. J'accueille Gilles Provost. C'est le tour des clochers.
Oh là, ne vous cassez pas la figure. Bonjour Gilles Provost. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe d'animation pastorale, officiant de sépulture, membre d'une équipe liturgique et responsable d'un autre pèlerinage bien ancré dans la paroisse, le pèlerinage au flambeau du 8 décembre. Oui. Alors, vous êtes en charge de la mise en place matérielle de ce pèlerinage depuis le 8 décembre 2021. Oui. D'où vient cette idée? Quel était le but? Alors, le but, c'était de recréer un événement qui rassemble les paroissiens sur la paroisse, quoi. Et 2021, c'était aussi l'année de Saint-Joseph, qui avait été dédiée par le pape François. Donc, la première année, on a fait avec la statue de Saint-Joseph, quoi. Donc, la mise en place a été faite progressivement. C'est-à-dire qu'il y a eu ça, oui, il y a eu le fait que l'année de Saint-Joseph se terminait le 8 décembre, mais ça correspondait en plus à la fête de l'Immaculée Conception. Donc la date était déjà tout de suite trouvée, quoi. Et puis c'est aussi la fête de la lumière, donc c'est bien qu'on s'est dit un pèlerinage au flambeau, pourquoi pas, quoi. En fait, c'était l'idée, quoi. Et puis, pendant ce pèlerinage, on me disait qu'il y a aussi une mise en valeur de 3 statues restaurées. Oui, c'est ça. Oui, il y a 3 statues qui sont dans le cœur de l'église de Gens actuellement, et leur origine vient de la chapelle du Trépas. Donc ça a été pour nous aussi une relation qu'en fait de la chapelle du Trépas à venir à l'église de Gens, et pourquoi pas faire un pèlerinage qui correspond à ce trajet, quoi. Alors parlez-nous de ces statues. C'est quoi? Alors, c'est qui ces 3 statues? Alors ces statues, il y a 3 statues. Oui, la statue de Saint Matthieu, qui est en bois et qui date du XVe siècle, qui est classée au monument historique et qui appartient au diocèse. Et il y a 2 autres statues, la statue de Saint Barthélemy et de Saint Mathurin, qui sont également en bois mais polychromes, mais qui, elles, appartiennent à la commune. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je ne vous demande pas pourquoi. Je n'en sais rien. Du coup, c'est un pèlerinage qui va de la chapelle du Trépas à l'église de Gens. On dit Gens. Pourquoi la chapelle du Trépas? Je sais qu'elle a une histoire particulière. Racontez-nous. Ça, c'est une histoire. Alors, ça, c'est pareil. Elle date du XIIIe ou XIVe siècle. Alors, j'étais pas né à ce moment-là. Ah bon? Non. Mais voilà, quand on regarde les documents, disons, son origine, c'est de 2 saints, enfin, qui sont saints aujourd'hui, Saint Dulcien et Saint Dulien. C'est 2 diacres qui étaient sur la paroisse de Gens. Lorsqu'il y a eu l'invasion des barbares bretons de la Grande-Bretagne qui sont venus envahir l'ouest de la France, et ces 2 diacres, les barbares, quand partout où ils passaient, ils tuaient tout le monde, toutes les villageois, si bien que les 2 diacres ont envoyé les paroissiens et tout le monde des environs dans la forêt se cacher. Et quand ils sont arrivés sur Gens, les barbares n'ont pas trouvé les villageois, mais ils sont tombés sur les 2 diacres. Ils les ont martyrisés pour essayer de savoir où était la population, et ils n'ont jamais voulu la dénoncer, si bien qu'ils les ont décapités. Et oui, ils ont brûlé leur corps et mis leur tête dans un puits. Et quand les villageois ont vu que les barbares étaient repartis, ils sont venus, ils ont récupéré les cendres des 2 diacres, et puis ils ont trouvé les têtes dans le puits, ils ont bouché le puits et ils ont fait la tombe sur le puits, en fait, la tombe des. Et la chapelle du Trépas a été construite ensuite à l'emplacement de la tombe. Donc on comprend mieux le nom. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ce jour-là, le 8 décembre? Qu'est-ce que la paroisse vit? Alors c'est un événement un peu particulier, quoi. Mais c'est vrai que ça donne envie de se rassembler, quoi, en fait, au niveau des gens. Alors c'est vrai que la chapelle, la chapelle, oui, elle en plus, elle a été restaurée parce qu'elle est tombée en ruine, et elle a été restaurée de 94 à 2000, entre 94 et 2000. Il y a un groupe de bénévoles qui ont créé une association, l'ADEGE, l'association des défenses de l'environnement genséenne.
Et tout ce groupe-là, bénévolement, ils ont remonté la chapelle. La commune a financé tous les matériaux, mais eux, bénévolement, ils ont pris un jour par semaine, ils allaient pour reconstruire toute cette chapelle-là. Donc c'est vrai que tout ce temps passé, ça permettait, disons, de le rendre aussi un hommage, quoi, en fait, à ces paroissiens. Donc vous avez des lumières. Donc oui, la préparation, il a fallu bricoler, enfin faire des flambeaux, et puis autrement, on fait une dizaine de flambeaux, et puis autrement des petites bougies. Alors dans la chapelle aussi, il faut aller bien allumer, mettre plein de petites bougies, parce que là, c'était la fête de la lumière quand même, malgré tout. Et puis il n'y a pas d'électricité, cette chapelle est isolée dans le fond de ce village, si bien que elle est uniquement éclairée par les petites lumières. Alors ça commence à 18h parce que le 8 décembre, c'est il fait nuit. Il fait nuit, si bien que on allume toutes les bougies et les flambeaux. Alors les gens sont invités à venir quand même à l'église, et il y a un convoiturage qu'on fait à 3 voitures. On emmène les gens à la chapelle des Trépas. Ça correspond à peu près à 2,7 km Donc là-bas, tout le monde se retrouve là. Alors il y a une bonne ambiance. Oui, il y a des moments de convivialité. Ah oui, là c'est vrai que c'est les gens. Et puis là, c'est pareil. Il y a les personnes trop âgées qui ne peuvent pas marcher, donc qui nous rejoignent à l'église après. Mais il y a des familles. On voit même des familles avec des poussettes, avec les petits enfants dans la poussette. Alors c'est vrai que les flambeaux, c'est dehors, la marche, si bien que en fonction du temps, des fois on a plus ou moins de monde quand même, mais quand il fait beau, c'est vrai que les gens sont attirés par cette et des gens des deux paroisses justement, puisque Saint-Clair et Saint-Guénolé, il y a combien de personnes à peu près qui participent? Combien dire? Il y a bien une 50aine de personnes qui participent. Oui. Pour la procession. Pour la procession. Oui, il y en a qui attendent dans l'église. Après, c'est ça, oui. Oui, vous l'avez vécu, vous, Père, parce que vous êtes arrivé avant, donc vous avez pu vivre ça. Ah oui, et je trouve c'est important qu'on témoigne de notre foi. Alors c'est pour honorer la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Mais la fête des Lumières, je crois que c'était parti de Lyon aussi beaucoup. Exactement. Et moi, on me disait aussi, il faut mettre une lumière sur le bord de la fenêtre. Alors ceux qui le peuvent, c'est très bien. Sauf que lorsqu'on est un peu dispersé dans le rural, vous voyez bien, la lumière, c'est pas la ville en fait. Et donc le fait de faire une procession, c'est pour nous beaucoup plus parlant en fait. Oui. Mais on peut venir si on ne fait pas partie de la paroisse, parce que je trouve ça super chouette. Tout à fait. Et on se retrouve après avec c'est pas un chocolat chaud, un vin chaud? Après la messe. Les deux. Oui. Ça fait attirer du monde. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Oui. Vous voulez dire autre chose? Oui, je vous ai coupé. Non, disons pendant la procession, il y a quelques arrêts. On fait généralement 3 arrêts avec la parole, la méditation et puis des chants aussi. Et puis bien sûr, on chante à la Vierge Marie, bien sûr, tout au long du chemin, et on récite le chapelet aussi. Oui, c'est une procession qui est vraiment très joyeuse. Joyeuse et méditative. Oui. Les deux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles Provost. Merci pour ce pèlerinage, de nous avoir éclairé sur ce pèlerinage au flambeau qui réchauffe la nuit du 8 décembre. Nous terminons ce temps paroissial avec un engagement d'un autre genre, prendre soin de la création, et j'accueille pour ça Marc Chanlon. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Et voilà, prenez place, je vous en prie. Marc Chanlon, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et vous coordonnez l'équipe Église verte des paroisses de Nozay et d'Herval. Tout à fait. Un engagement écologique ancré dans la foi, dans l'esprit de Laudato Si, l'encyclique du pape François. Depuis janvier 2020, vos 2 paroisses ont rejoint le label Église verte. Oui. On peut peut-être rappeler ce que c'est exactement ce label, Marc Chanlon. Donc c'est un label national qui permet de fédérer les groupes, les équipes Église verte, tant protestantes, orthodoxes que catholiques, autour de l'écologie. L'écologie intégrale telle que le propose le pape François. Et on reçoit ce label quand on entre dans les caractéristiques de mise en place d'outils spécifiques? Oui, donc on commence par déclarer vouloir rejoindre le label, et ensuite on a un éco-diagnostic à réaliser pour
connaître les actions qui sont déjà faites sur la paroisse et pour pouvoir nous guider sur les actions qui peuvent être menées sur les années à venir. Alors, d'où elle est venue cette idée dans la paroisse ? Qui a souhaité que Saint-Clair et Saint-Guénolé s'engagent dans cette démarche ? Alors, l'idée de base était venue d'un conseil paroissial en 2019, où nous étions quelques-uns au conseil paroissial à vouloir ancrer la paroisse dans l'encyclique Laudato Si, dans l'écologie intégrale. Et à la suite de ça, nous avions à l'époque un séminariste, Pierre, qui faisait lui-même partie déjà d'une équipe Église verte au séminaire Saint-Jean à Nantes. Et donc il nous a guidés dans cette démarche. Et donc dès janvier 2020, on a commencé la démarche et puis ensuite avec l'éco-diagnostic. Alors le début a été un peu difficile puisqu'on a eu les confinements de 2020. Oui. Mais on a pu rebondir assez vite grâce à Pierre. Et dès octobre 2020, on organisait une séance de cinéma au cinéma associatif de Nozay, le Nozec, notamment avec un film chrétien chlorophylle, suivi d'un débat qui nous a permis aussi que d'autres paroissiens intéressés par ces thématiques nous rejoignent. D'accord. Alors, votre mission principale, on l'a bien compris, c'est prendre soin de la création, faire partie d'une paroisse qui met en place un petit peu tout ce qui est recommandé dans Laudato Si. À travers quels projets et quelles actions vous œuvrez concrètement ? Il y a eu ce ciné-débat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors on a beaucoup d'actions alors que l'on mène pas forcément tous les ans. On a par exemple des boîtes à livres dans les églises de Nozay et de Derval où les paroissiens peuvent prendre des magazines, les lire sur place ou les emmener chez eux, les ramener, permet de etc. recycler. Qui permet de recycler et de ne pas jeter. Et puis donc c'est des magazines chrétiens bien sûr qui peuvent comme ça avoir plusieurs vies. Nous proposons également des intentions de prière en rapport avec la création pour les équipes liturgiques qui peuvent piocher dedans pour préparer les messes. Nous avons une exposition Laudato Si, donc une exposition avec des photos de Yann Arthus Bertrand et des citations de l'encyclique Laudato Si que l'on peut mettre dans les églises. Là, actuellement, elle tourne dans l'église de Nozay et de Derval. Elle a aussi été à l'église d'Abaret au début, à l'église de Pierrick, je crois. Il y a le troc-plante aussi, vous me disiez. Voilà, donc il y a le troc-plante. Donc ça, c'est l'action que l'on mène le plus fréquemment, puisque au mois d'octobre, on va organiser notre 8e troc-plante. C'est une action assez simple à mettre en place, maintenant qu'on est bien rodé. Et donc, on est à peu près 3 à travailler dessus. Et puis, au moment du jour du troc-plante, on est une équipe d'environ 8 personnes pour organiser. Ça nous permet d'échanger surtout avec les personnes qui viennent, avec les personnes qui en profitent, et de toucher des paroissiens, mais aussi des non-paroissiens. Mais c'est ça, j'allais vous demander, est-ce que ces deux actions, je pensais aux troc-plantes et aux bibliothèques de revue, est-ce que c'est une manière aussi d'ouvrir la paroisse à des gens qui n'y viendraient pas ? En tout cas, c'est ce qu'on l'espère. Oui, c'est ce que vous voulez. Voilà. Et donc, l'objectif du troc-plante, c'est aussi de pouvoir échanger, de discuter avec les gens, de leur montrer la beauté de la création. Et au-delà de l'échange de plantes, c'est vraiment l'échange entre nous. C'est ça qui est intéressant. On a de belles rencontres. Et je pense qu'on a une action assez visible là-dessus, puisque même au niveau national, l'Église verte nationale nous considère un peu comme référent, et à plusieurs reprises d'autres groupes, notamment en région parisienne ou là ce mois-ci du côté de Cambrai, nous contactent pour savoir comment on fait pour bénéficier de nos outils qu'on a mis en place. Ah oui, donc, vous êtes vraiment intéressant à ce niveau-là. un pilote. Voilà. Et puis il y a le Tronose aussi, ce pèlerinage à pied entre Nozay et Derval, c'est ça, via Lusanger. Alors après, ça dépend des années. Le parcours n'est pas forcément le même. D'accord. Voilà, donc à la base, c'est une initiative d'Église verte, ça. Sur le Tronose, oui. En s'inspirant du Tromé, qui s'inspire lui-même du Trobrez. Voilà. Donc le Tromé, c'est plutôt sur le pays de Châteaubriand. Oui. Un pèlerinage de 5 jours au mois d'août. Donc nous, on avait organisé un pèlerinage de 2 jours, plutôt au mois de mai. Et alors après, c'est intéressant, mais là, il faut quand même déjà être un bon marcheur, puisque c'est une 20aine de kilomètres par jour. Ah oui, quand même. Oui, oui. En faisant le tour des clochers, en ayant des temps de prière, des temps dans la nature. Et voilà. Après, là, en revanche, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus lourd à organiser.
Et vous le faites quand même tous les ans? Non, on l'a fait 2 fois. Et notre principal organisateur, François, marche beaucoup. Il a déjà été 2 fois à pied de Nozay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est quand même 2 mois et demi de marche. Et donc là, cette année, il refait une partie du parcours. Voilà, mais donc après, ça dépend aussi de sa disponibilité. Oui. Voilà. Donc, même s'il est, il n'est pas le seul à organiser, mais c'est vraiment lui qui donne l'impulsion là-dessus. Pour vous, prendre soin de la création, c'est vraiment un acte de foi. Ah, exactement, oui. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose qui rejoint vraiment mes 2 centres d'intérêt les plus forts. Donc c'est effectivement la foi et l'écologie. Et donc là, ça permet vraiment de marier les deux à travers des actions relativement simples, donc comme le troc-plante, mais aussi dans une spiritualité, à travers notamment l'encyclique Laudato Si. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci. Et justement, est-ce que vous trouvez, Père, que les catholiques s'emparent suffisamment de ce sujet de l'écologie ? Alors des fois, ils sont un peu écologistes sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils me disent comme la nature est belle, mais je crois qu'on a toujours que tous des progrès à faire et donc le label est un peu progressif, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas un label qui nous dit bon ça y est c'est bon vous êtes arrivés, c'est plus une incitation en fait. Ouais. Donc moi je suis admiratif de ce qui a déjà été fait et donc voilà l'équipe porte aussi pour que l'ensemble de nos 2 paroisses puisse être de plus en plus à porter sur cette à la fois admiration de la création que Dieu nous a donnée, mais aussi notre responsabilité vis-à-vis d'elle. Eh bien, merci beaucoup. Et je voudrais ajouter que Radio Fidélité, c'est aussi une radio qui essaie d'aller vers les gens, de créer du lien comme elle peut, et aussi de soutenir justement ce respect de la création. Alors, en ce dernier jour de Radio Don, peut-être un petit mot pour nos auditeurs justement sur le don. Père, rapidement, en quelques secondes. Oui, alors Blaccord a dit qu'on vous ferait pas payer le... Ah bah voilà, donc l'émission est gratuite l'intervention d'aujourd'hui à Nozay, oui. Okay. Ah oui, l'Église vit par les dons. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent l'occasion d'exprimer. Hein. Oui. Parfois, les gens ne se rendent pas compte, puis ils pensent que sans doute il doit y avoir des subventions qui viennent de partout. En fait, non. En réalité, on vit de l'offrande des personnes qui veulent soutenir, en fait. Merci Père, il est 7h59 passé. Juste après les Flash Info de 8h, nous accueillerons le Père André Zerbeau et le Frère Bernard Leméné pour parler des jeunes catéchumènes. Et puis Raphaël Leray nous fera voyager dans l'histoire de cette paroisse et de ses clochers. Restez avec nous sur Radio Fidélité. La suite du Tour des Clochers, c'est juste après le Flash Info. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Radio Fidélité, il est 8h. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre en ce vendredi 20 mars sur Radio Fidélité, cette semaine spéciale Radio Don. Vous l'aurez compris, on vous accompagne avec un nouveau Tour des Clochers et ce matin on est avec Tiffaine Sellier en direct de la paroisse Saint-Clair en Pays Nozéen. On a pu découvrir ses clochers, son curé, des paroissiens. On va découvrir dans cette deuxième heure son histoire et ceux qui gravitent autour de cette paroisse. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce Tour des Clochers en direct de la paroisse Saint-Clair en Pays Nozéen. Et nous sommes toujours en compagnie du Père Jérôme Rialan. Dans quelques instants, on se plongera dans l'histoire de cette paroisse et de ses clochers. Mais avant cela, on accueille le Père André Zerbeau et le Frère Bernard Leméné pour parler d'une belle nouvelle des jeunes collégiens qui demandent le baptême.
Père André Zerbo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en France depuis le 10 septembre dernier. Vous êtes arrivé dans cette paroisse en même temps que le Père Jérôme. C'est ça. Vous étiez au Burkina Faso juste avant et vous secondez le Père Rialan, prêtre à temps plein dans la paroisse, avec diverses missions et notamment les jeunes collégiens catéchumènes. Frère Bernard Leméné, bonjour. Bonjour. Vous êtes issu de la congrégation, vous êtes frère de la congrégation des frères de Plohermel, frère de la Menée. Vous intervenez au Collège Saint-Joseph comme animateur en catéchèse et au lycée Saint-Clair de Blain et de Derval. C'est pas tout à fait ça, vous faites oui de la tête. J'interviens ponctuellement, oui. D'accord. Et frère Bernard et Père André, comment est-ce que vous avez été appelés à vous occuper des catéchumènes, l'un et l'autre ? C'est le Père Rémy qui m'a demandé l'année dernière. L'ancien prêtre de la paroisse, curé de la paroisse. Nozay d'Herval. Il y avait plusieurs jeunes qui demandaient à préparer le baptême au niveau collège et lycée, donc il m'a fait appel et voilà. Oui. C'est un grand bonheur. Ah ben, on va en parler. Et Père André, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper des catéchumènes ? C'est selon l'organisation de la paroisse. Quand je suis arrivé, le curé Jérôme Rialan m'a demandé également de m'occuper des jeunes. Voilà, oui. Et Père André, justement, au collège de Nozay, tout est parti d'un professeur. Vous me disiez François Ampis. Oui, c'est ça. Pour initier la catéchèse au collège, parce que des élèves étaient demandeurs. Oui. Et vous l'accompagnez. Mais racontez-nous, c'est incroyable cette histoire. Des élèves demandaient de la catéchèse. Ah ben il y en a de plus en plus, hein. Oui. Et je pense que c'est lié au fait à une sorte de catéchèse informelle entre jeunes à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les GMJ que nous connaissons. Oui. Il y a également comment on appelle ça, les retraites de Thésée et les parcours alpha aussi, où on rencontre de plus en plus de jeunes. Puis il y a le brassage même entre jeunes aujourd'hui, et les jeunes qui voyagent beaucoup découvrent autre manière de vivre. Oui. Voilà, donc quand ils rencontrent leurs camarades, ils voient qu'ils pratiquent la religion, si bien que eux aussi quand ils reviennent à la maison, c'est pas forcément qu'ils suivent l'exemple de leurs parents, mais parce qu'on en a dont les parents ne sont vraiment pas dans la chose catholique. Oui. Voilà. C'est quelque chose que vous remarquez aussi, frère Bernard, un retour au spirituel. Tout à fait, oui. Les jeunes s'appellent entre eux, en fait. Hein. Ah oui. Ah ouais. C'est incroyable. Quelqu'un qui a été interpellé par un autre qui est servant d'hôtel, qui lui parle facilement religion. Il se passe des tutos qui sont sur YouTube, sur TikTok, pour apprendre comment prier avec les psaumes. Il regarde des vidéos du frère Paul Adrien. Ah oui, Paul Adrien d'Ardemar. Ouais, ils écoutent des chants de Glorious. Il y a une enquête d'Aletheia et Famille Chrétienne qui a été publiée l'année dernière et qui dit que 78% des catéchumènes estiment que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans leur découverte de la foi. C'est ça. Moi, je le constate, oui. Mais ça doit peut-être pas être suffisant. J'imagine que votre rôle après, il est très important parce que les réseaux sociaux amènent, mais ne répondent pas forcément à toutes les questions. Non, et puis ils ont besoin de parler, d'être écoutés, de raconter tous les casseroles qu'ils portent, parce que sur les 6 que j'ai actuellement, il n'y a que un qui est dans une famille, disons, traditionnelle. Ouais. Donc ils ont beaucoup de souffrances, beaucoup de choses dont ils veulent parler, besoin de se raccrocher à quelque chose, un point d'ancrage, de sécurité, d'affection, d'écoute, dans la bienveillance. Donc là, ils sont vraiment à l'aise, quoi. Combien vous avez de jeunes collégiens catéchumènes à Derval et à Nozay ? Alors à Nozay, nous en avons 9. Malheureusement, il y a 2 qui ont abandonné en route. Mais on compte les récupérer l'année prochaine, si Dieu le veut, oui. Et vous, de votre côté ? Moi, j'en ai 6 qui sont en 3e ou une qui est en seconde, qui prépare, elle, sa première communion, et les 5 autres, ils préparent le baptême. Mais je trouve que c'est énorme. Ça ne paraît pas beaucoup 6 comme ça, mais c'est quand même assez fort, hein, un vent de jeunesse. On parle beaucoup de ce vent de jeunesse dans l'Église. Oui, c'est vrai, ils sont très curieux, mais ils ont une sorte d'intériorité, de relation à Dieu, en fait. Oui. Ils prient, hein. Sans être baptisés, plusieurs ils prient. Ouais. Et donc ça passe pas par la famille, c'est ça aussi qui est assez incroyable. Par la famille. Ouais. Par une grand-mère. L'autre, c'était aux obsèques de sa grand-mère. Le prêtre, il a tellement bien parlé, il a dit des choses bien, que ça lui a donné envie de rentrer dans la religion. Oui. Vous en avez des exemples comme ça, vous aussi, Père André ? Moi, j'ai surtout un qui m'a épaté parce que il vient au caté et puis il est très, 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 très... Comment on appelle ça ? Et il participe beaucoup. Ouais. Et donc, je lui ai demandé un jour, mais comment toi tu connais tout ça là ? Il me dit non, qu'il a son ami qui est catholique,
qui suit la catéchèse et qui vient chaque fois lui refiler ses cours de catéchèse. Voilà, donc, et c'est comme ça qu'un jour, il lui a dit, mais écoute, toi aussi, ce serait intéressant que tu y ailles, non? Puis il est venu, il est très heureux. Alors après, il faut accompagner et accompagner un adolescent vers le baptême, c'est différent, j'imagine, d'accompagner un adulte. Les jeunes souvent sont en recherche d'identité, de groupe, de sens. En quoi est-ce que le catéchuménat répond justement à ce moment particulier de leur vie? Ils trouvent une petite équipe où ils peuvent échanger, je crois, en toute confiance. Et être entendu, comme vous le disiez. Être entendu, et puis c'est un lieu de paix, de grande fraternité entre nous. Ils trouvent du sens à leur vie, quoi. Ouais. Et comment vous les accompagnez, justement? Concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Sur combien de temps? Alors moi, je leur propose une dizaine de rencontres le vendredi soir, plus, entre chaque séquence, des vidéos à regarder. Alors certains les regardent, d'autres pas, parce qu'il faut qu'ils se forment un peu plus, parce que 1h15, c'est très vite passé, en fait. On prend un temps d'échange, un temps de prière, quelquefois on regarde une petite vidéo, mais ça passe très très vite, on lit tout le temps la Bible, et après... à eux de prendre en charge leur formation, d'aller voir aussi les petites vidéos que je leur donne. Parce que vous parlez de formation. En fait, le catéchuménat, c'est quelque part une formation. Oui, c'est un parcours, oui. Ouais. Oui, c'est un parcours gradué. Ouais. Donc, par rapport aux différents sacrements aussi. Et il faut dire que la catéchèse avec les jeunes ressemble un peu à une troupe sur le terrain. Et donc, c'est le terrain qui commande vraiment la manœuvre. Voilà, selon les besoins des uns et des autres. Et on essaie de s'adapter, à leur donner justement un enseignement propre à leurs problèmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut quand même les rejoindre dans leur quotidien, pas seulement leur donner des vérités toutes faites. Ça, c'est compliqué. Vous-même, vous vous formez justement? Ah ben oui, on apprend. On se forme toujours, oui. Sans arrêt, en fonction de l'évolution aussi de la jeunesse, j'imagine. Moi, j'utilise un peu la méthode de Agnès Charlemagne. J'écoute beaucoup et puis je place mon petit apport quand je sens le moment opportun. Ouais. Voilà. Oui, ça part de l'écoute. Beaucoup d'écoute, beaucoup de partir de leur vie. Il y a une qui est là parce que elle veut se marier à l'église plus tard. Ah oui. Pourquoi pas? Et elle y pense déjà, mais c'est super. C'est ça, elle demande même là. Un autre qui m'a dit il y a quelques jours, il y a un mois peut-être, c'est tellement beau la vie, mais c'est évident qu'il y a Dieu. Oh, c'est magnifique. Oui. Et quand est-ce qu'ils vont être baptisés, ces jeunes? Alors, un à Pâques, et puis les autres en mai ou juin. Ça dépend aussi des familles. C'est ça. C'est surtout en juin chez nous. Ouais. Et vous dites qu'il y en a certains qui ont abandonné, mais qu'est-ce qu'ils vous disent justement sur cette préparation, sur cette formation catéchumène? Quel retour ils vous en font? En fait, ils ont abandonné malgré eux, en fait. Pas assez d'accompagnement extérieur, peut-être? C'est ça, ils n'ont pas pu aller au... Comment vous appelez ça? L'appel décisif. Voilà, l'appel décisif, c'est ça. Mais les autres, ils sont... Qu'est-ce qu'ils vous font comme retour? Les autres étaient un peu tristes. Ouais. Et ceux qui continuent sont heureux d'être là? Ils sont très heureux. Très heureux. Très heureux d'être là. Oui. Très heureux, très motivés. Alors 95% des catéchumènes interrogés, toujours dans cette même étude à l'ETEIA famille chrétienne, disent que ils sont certains de pratiquer après leur baptême. Mais en fait, les accompagner ensuite, c'est vraiment un défi. Comment vous vous y préparez? Est-ce que vous vous y préparez d'ailleurs? On les prépare déjà en leur annonçant, il faut continuer. Il y a la frate, il y a la confirmation dans 1 an. Donc certains vont continuer, oui. De ceux de l'année dernière, j'en ai quelques-unes qui sont actuellement en confirmation. Oui, il faut peut-être le défi. Alors on a ils appellent ça il y a le néophyta, c'est bien ça, qui est après le catéchuménat. Oui. On en parlait dans une paroisse de Nantes justement, pour pouvoir les aider à finalement se trouver une place au sein de la paroisse, pas seulement être un chrétien seul. Exact. Ça c'est un défi. Mais on leur donne déjà une petite place quand on les appelle à lire à l'église, quand on les appelle à être servants d'hôtel, à faire la quête. Oui, il n'y a pas besoin d'être baptisé. Il faut qu'ils trouvent à s'insérer, à être actifs, acteurs. Oui, c'est ce qu'on dit. Bon, tant qu'ils sont sur la paroisse, on peut toujours essayer de les suivre. Mais une fois qu'ils deviennent grands, ils vont dans les universités, ils nous échappent davantage. C'est ça, oui. Alors, quels sont pour terminer sur leur formation, c'est quoi les grands thèmes qui sont abordés avec eux durant cette formation d'1 an, je crois, pour les jeunes? Formation à la prière d'abord, sur la Bible, sur les sacrements. La dernière fois, on a beaucoup parlé de la messe. On va reprendre la messe ce soir et le sacrement du pardon. Et puis après, la vie chrétienne, la volonté de Dieu, les 10 commandements, les choses classiques.
c'est un chemin avec des étapes. Il faut aussi qu'ils intègrent les étapes et puis qu'ils s'intègrent aussi dans la communauté chrétienne. Ils viennent de plus en plus à la messe de dimanche. Et pourtant, sans soutien familial, la plupart. Hein. Alors, ils ont du mérite. Oui, et nous, ça nous bouscule aussi. Oui, c'est beau, devant leur fraîcheur. Voilà. Oui, ça nous permet, nous aussi, nous replacer. Ah oui. Moi, je suis admiratif, parce que on n'avait pas ces phénomènes, moi, de collégiens qui demandent le baptême. Moi, j'étais plus habitué à avoir des enfants primaires. Oui, déjà. D'accord. Mais on en a aussi. On a un groupe de 13 enfants qui se préparent au baptême aussi, en âge primaire. Ce qui est beau, c'est que donc le groupe des collégiens, c'est pas simplement un retard du primaire. On se dirait on en aurait moins et puis du coup on aurait plus de collégiens. Non, ça veut dire aussi que Dieu appelle à tout âge et ça c'est magnifique. Eh ben merci beaucoup, merci Père André, merci Frère Bernard, merci d'avoir partagé cette matinale avec nous. Et tout de suite, on retrouve Raphaël Leray qui nous fait voyager dans l'histoire de Nozay et de son patrimoine religieux. C'est le tour des clochers. Alors nous sommes en attente de Raphaël Leray qui doit venir derrière nos micros. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct de la paroisse Saint-Clair en Pays Nozéen avec vous, Père Jérôme. Bonjour. Bonjour Raphaël Leray, vous avez presque fait le travail d'un historien pour cette paroisse en remontant aux registres paroissiaux et aux archives. Alors on embarque avec vous, vous êtes prêts ? Oui, c'est... Alors Raphaël, cette paroisse, elle existe. Alors oui, pardon, on est toujours avec vous aussi. Je laisse Raphaël, c'est un spécialiste. On est avec Gilles Provost qui était là tout à l'heure et qui accompagne Raphaël Leray. Raphaël Leray, cette paroisse, elle existe depuis bien avant 2003. On remonte à quand exactement ? On en retrouve trace au XIIe siècle avec la vieille église qui Bon, oui, voilà. L'église n'a pas toujours été là. La vieille église, elle a vu la bénédiction de son maître-autel en marbre en 1839. Ah oui, ça c'était parce qu'on rénovait, on refaisait ça à neuf, quoi. Oui. Mais quand même, l'église était seule et tout. Alors, il a été décidé d'en construire une autre, surtout. Oui, d'en bâtir une nouvelle. Voilà. Mais alors pourquoi ? Parce qu'elle était un peu vieille, l'autre. Parce qu'elle était vieille et pas assez grande, parce qu'il y avait beaucoup de fidèles. Oui. Alors bon, on a décidé, ça a beaucoup, animé la commune, parce qu'il y en a qui étaient d'accord, d'autres pas, parce que, bon, il y a combien ? Quelques 100 mètres à bouger, quoi. Bon. Nous sommes entre les deux, Nous sommes entre l'église. On est rue du Vieux-Bourg. Rue du Vieux-Bourg. Moi, c'est un phénomène que j'ai découvert en venant ici. C'est qu'on est capable de déplacer des bourgs. Et voilà. Mais c'est ça, racontez-nous, parce que là, on est rue du Vieux-Bourg, mais on n'est pas dans le bourg. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que, la voie, principale était là-bas. Il y avait, le Vieux-Bourg était là où on est, avant. Oui, mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. Bon. Alors, on a décidé de construire une nouvelle église, et elle a été construite en 3 ans. Enfin, construite, la première pierre, et le jour où les fidèles ont pu entrer dans l'église, se retrouver, oui. Et c'était en 1869. En 1869, ils ont pu entrer. Et la première pierre, c'était en 1866, mais elle n'était pas terminée. Après, il y a eu beaucoup de travaux parce que il a fallu construire le clocher. Voilà. Oui, parce que la consécration de l'évêque n'a intervenu que 10 ans après. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Plein de travaux. Voilà. Et alors après, il y a eu beaucoup de travail. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il y a eu des familles qui offraient beaucoup de choses. Une famille a offert le maître-autel, par exemple. Quand on voit ce que c'est, je me dis, ça représente quand même quelques sous. C'était des mécènes. On avait beaucoup de mécènes à l'époque. Oui, on va dire ça comme ça. Oui. Et on ne sait pas qui sont ces familles-là. J'aurais bien aimé savoir. On ne trouve pas les noms. Non. Et alors après, il y a eu d'autres les 2 hôtels latéraux aussi. C'est quelque chose quand on les voit.
Et ensuite, après, il y a eu d'autres travaux, hein, le sol, les piliers qu'on a travaillé, tout ça, la Sainte Table, les stalles, les sacristies. Oh, je m'imagine en ce temps-là, en 1870 jusque vers 1900, hein, voilà. Et ensuite, il y a eu la construction du presbytère. Alors là, c'est quelque chose aussi. On a commencé les travaux en 1887 et fin octobre, 15 mois après, il était construit. Quand on voit le bâtiment... là où on est aujourd'hui, oui. Qui est une grande maison, une belle maison ancienne. C'est une belle maison. Oui, magnifique. Et tout, je me dis, il y avait des travailleurs. Hein. Et ça, c'est donc... Oui, mais il a une histoire mouvementée, hein, ce presbytère. Ah ben oui, parce que bon, c'est la paroisse qui l'a fait construire, bien sûr. Oui. Et puis après, on sait bien que la République a dit c'est à nous, quoi. Alors bon, ça, c'est quelque chose qui, bon, voilà. Oui, il a été occupé par l'envahisseur en 1942. Hein. Ah oui aussi. Et racheté en 2011. C'est ce que j'ai vu dans vos documents. Oui. Et les cloches. Alors les cloches, on dit qu'elles ont été bénies avec beaucoup de solennité. Et racontez-nous l'histoire de ces cloches. Les cloches, j'ai rien là. Le 26 octobre 1880, c'est la bénédiction solennelle des 4 cloches. Hein, c'est ça, fondue par Monsieur Astier à Nantes. Et elles ont des noms de baptisants. Oui, alors ce sont des personnalités qui donnaient beaucoup, quoi. Qui ont, comment dire, payé les cloches, oui. C'est quoi les noms des cloches alors? Je sais pas. Alors là, vous me posez une colle. Si. Je suis sûr que vous avez le nom des cloches là. Non, j'ai pas ça, non. Parce que d'abord, je ne pensais pas que j'allais intervenir, moi. Ah, bah si. Alors, j'ai pris quelques notes comme ça, quoi. Là, je dirais aussi une particularité dans la région, hein, c'est aussi la pierre bleue, hein, la pierre de Nozay, et donc l'hôtel est fait aussi avec construit sur de la pierre bleue en fait. Donc ça c'est et on trouve aussi des calvaires nombreux dans la région qui sont en pierre. Souvent, moi j'étais plutôt habitué à des calvaires en bois, puisque la croix est en bois. Ouais. Mais ici avec la particularité de l'abondance de cette pierre qui a été avec des gens qui savaient la tailler. Donc oui, il y avait une carrière. Ah oui. Et on trouve cette pierre qui marque le patrimoine partout, que ça soit auprès de l'ancienne église, du vieux bourg ou de la nouvelle, et un peu partout sur les objets, sur le patrimoine religieux. Oui, au cimetière par exemple, oui. Il y a quelques tombeaux remarquables, celui des prêtres aussi. Et tout en pierre bleue qu'on appelle, ou verte, ça dépend. Oui. Et c'est cette carrière-là qui produisait cette pierre bleue ou verte. Oui. Qui est toujours en action, cette carrière. Toujours. Oui. Alors plus pour des besoins modestes, parce que c'est pas maintenant une activité. C'est plus pour restaurer en fait. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnel aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Non. Ce territoire, il a donné naissance à des figures remarquables. Il y en a une en particulier qui vous épate, qui est moins connue du grand public. On parlait du bienheureux Jean-Baptiste Malo, mais il y en a un autre. Ah oui, comment dire, Hillereau. Alors, il y a le boulevard, Hillereau, justement, parce que c'est lui qui a pris l'initiative de l'église et tout, quoi. Et sur son tombeau, il est noté que, tes yeux l'ont vu, mais tes pieds n'y sont pas entrés, quoi. Parce qu'il est mort, je crois, en 68, et puis l'église a été officiellement occupé en 1869. Il ne l'a pas vu. Alors, sur les archives, on a trouvé que son grand-oncle avait été curé à Nozay déjà. D'accord. Bon, là, il y a de la recherche à faire, avant la Révolution. À son installation, le curé de Nord-sur-Aire raconte ses courses périlleuses en Asie mineure et à Sébastopol pendant la guerre de Crimée, car il a passé 11 ans à Constantinople, auprès de son parent. Je crois que c'était un cousin à lui. Alors c'est quand même original. Il était, il était secrétaire de l'évêque, quoi, qui était son parent.
Alors, il avait administré seul le diocèse pendant 6 mois, à 2 reprises différentes. Alors, c'est quand même un personnage, ça. Oui. Alors, je ne sais pas si le Hilro de la basilique Saint-Donatien était un de ses parents aussi. Ah oui, c'est un nom finalement connu ici. C'est un nom connu, oui. Alors, dans les églises de la paroisse aussi, il y a des trésors que les gens ne soupçonnent pas forcément. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous avez pu relever comme trésor dans les églises? À l'église de Nozay, il y a la statue de Notre-Dame de Pitié, par exemple, qui est datée du XVIIe siècle. Elle nous vient de la chapelle de Beaulieu, un village un petit peu sur la route de Nord-sur-Erdre, là-bas. La chapelle a été démolie de façon à construire on va appeler un château entre guillemets. Voilà. D'accord. Et cette statue a été récupérée et aujourd'hui elle est dans l'église de Nozay, une statue en bois. Qui voilà. Et bien que alors l'église de Nozay autrement, ce qui est remarquable, ce sont les vitraux, tout ça, parce qu'on a eu un curé bâtisseur à Nozay, c'était l'abbé Bonin. Oui. Lui, il est arrivé en 1950 et il a fait énormément de travail. Il a entrepris rapidement des travaux d'embellissement de l'église. Je m'en souviens, en 1950, elle était sale et il n'y avait aucun vitraux, c'était du verre blanc. Alors il l'a fait toute gratter partout. Et ensuite, alors il a entrepris de faire des vitraux pour remplacer le verre ordinaire. Acheter un orgue qui nous vient de l'abbaye aux Hommes de Caen. Voilà, c'est ce qui donnait, à l'église de Nozay, avait dit Monseigneur Villepelet, un air de petite cathédrale. Alors, c'est vrai. Voilà. La classe. Oui, ça a changé. Vous le remarquez ça, Père? Tous les petits trésors des églises que vous parcourez, là, vous les remarquez? Vous les avez remarqués? Oui, alors, on parlait des vitraux de Nozay, oui, effectivement, qui ne sont pas si vieux, en fait. Ce sont les années 50, 51. Un jeune maître verrier, monsieur Dehaye, qui les a fait, oui. On parle des sacrements. Ah oui. On parle des sacrements. Et alors, après, il faudrait que je fasse la publicité sur toutes les églises mais alors là, on va peut-être passer la journée. Non, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de clochers. On va pas y passer la journée. Pour simplement rappeler ceux qui sont amoureux du patrimoine et qui, tout à l'heure, nous avons parlé sur les pas de Jean-Baptiste Malo de Vey et de l'Agrigonnet. Donc, c'est un pèlerinage qui peut aussi se faire pour découvrir les églises, parce que l'Agrigonnet, c'est beaucoup de statues en bois. Le chœur est entièrement couvert de statues. Mais alors c'est on a l'impression d'être au paradis parce qu'on est dans la ronde des saints. Oui, d'accord. Vraiment, et il y en a plein. On a mis, bien sûr, Jean-Baptiste Malo comme nouvelle statue, mais donc ça, c'est déjà une église originale. Et puis pour Vey aussi, c'est un magnifique chemin de croix qui est sur le long, mais qui est un grand, en pierre. Et c'est donc et puis des vitraux sur tous les coins de murs. Donc c'est quand même voilà, on a la chance d'avoir de belles églises. Alors peut-être on revient sur Nozay. Ça a changé complètement l'église du jour où il y a eu tous ces vitraux-là, parce qu'il y en a en haut aussi. Bon, là, c'est juste de la couleur, mais c'est vraiment beau. Et il y a aussi le chemin de croix. Oui, je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce que évidemment, on va avoir les informations de Radio Vatican. Alors merci pour ce voyage à travers les siècles. L'histoire de Saint-Clair se lit dans les pierres, les clochers, les hommes et les femmes. Dans quelques instants, nous retrouvons Jean-Claude Provost, maire sortant de Nozay, un homme qui connaît ce territoire dans ses moindres recoins et qui nous donnera son regard sur cette commune qu'il a servi 6 années durant. Mais avant, dernier appel de cette semaine, Radio Don. Si Radio Fidélité fait partie de votre quotidien, c'est aujourd'hui qu'elle a besoin de vous. Radio-fidélité.fr ou un chèque au 6 rue Malherbe à Nantes. Chers auditeurs, vous pouvez aussi nous appeler au 02 40 69 27 37 pour nous dire pourquoi Radio Fidélité compte pour vous. Merci du fond du cœur. Il est maintenant 8h45 précisément et nous rejoignons Tiffaine qui est toujours en direct de la paroisse Saint-Clair en Pays Nozéen. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers.
Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Merci Clara. Et effectivement, pour cette dernière partie d'émission, ce dernier quart d'heure du Tour des Clochers en direct de Nozay, à la paroisse Saint-Clair en Pays Nozéen, j'accueille un homme qui connaît Nozay de l'intérieur. Jean-Claude Provost est maire de Nozay depuis 2020. À 70 ans, il a choisi de ne pas se représenter à ces municipales du 15 mars dernier, laissant la place à sa première adjointe. 6 ans à la tête d'une commune en pleine croissance. 12 ans. Dernier mandat 6, mais 12 ans à la tête d'une commune en pleine croissance. Premier vice-président de la communauté de communes délégué au développement économique. Un regard précieux sur ce territoire. Bonjour Jean-Claude Provost. Bonjour à vous. Et excusez-moi pour cette, pas de problème. ce manque de précision. Vous êtes ici à la paroisse, 5 jours après les élections municipales. C'est presque un passage de témoin. Jean-Claude, vous avez pris la tête de la commune en 2000, la dernière fois c'était 2020, mais encore avant c'était 2014, avec votre liste Nozay, une ville à vivre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager il y a 12 ans ? Je me suis engagé bien avant. J'ai fait mon premier mandat en 83, c'est vous dire si ça date. J'ai fait un premier mandat de conseiller municipal à l'époque et je me suis pas représenté en 89 parce que personnellement, voilà, j'avais d'autres projets et je suis revenu à la mairie en 95 avec une liste qui était portée par Christian de Grandmaison, qui était bien connu à Nozay, et je suis devenu adjoint pendant 3 mandats et ensuite j'ai été tête de liste donc en 2014 et je suis devenu maire en 2014 et je quitte cette fonction ce soir. Ce soir même. Donc vous pouvez encore m'appeler Monsieur le maire. Oui, exactement, Monsieur le maire. Puisque l'installation du conseil municipal et l'élection du maire et des adjoints a lieu ce soir à 20h. Oui, donc Monsieur le maire, vous êtes aussi premier vice-président de la communauté de communes délégué au développement économique et à l'emploi. C'est ça l'enjeu numéro de ce territoire, c'est l'emploi ? Évidemment, toujours, on sait que sur notre territoire, un certain nombre de personnes sont obligées d'aller travailler sur Nantes et Rennes, puisque nous avons la chance d'être situés à un carrefour géographique entre Nantes et Rennes, à 20 minutes de l'entrée de Nantes, à 35 minutes de Rennes, et également sur l'axe Saint-Nazaire-Angers. Donc c'est ce qui fait notre chance, entre guillemets, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent s'installer à Nozay, justement, pour cette proximité vis-à-vis de ces grandes villes, ce qui fait que notre population croît régulièrement. Et nous venons de faire un recensement là dernièrement. Nous sommes à 4600 habitants, mais évidemment notre rôle également à la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui porte la compétence économique, c'est d'essayer de créer de l'emploi sur notre territoire et notamment sur la zone de l'Ozray où des entreprises s'installent régulièrement. Mais alors justement, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette croissance pendant toutes ces années ? On imagine que ça peut être une richesse, mais un défi également. C'est une croissance raisonnable. On n'a jamais voulu grossir à tout prix au risque de devenir une ville dortoir. Oui. Alors effectivement, le pari sur des communes de notre strate, c'est d'accueillir de nouveaux habitants tout de même, parce qu'il le faut bien, il faut renouveler les générations, et puis les gens de l'extérieur nous apportent dans plein de domaines différents, associatifs, etc. Mais tout en essayant de garder notre esprit village entre guillemets. C'est ça. Et tout le pari est là de grossir modérément, apporter le plus grand nombre de services à nos concitoyens, mais en essayant de garder cet esprit village auquel nous sommes très attachés. Ça, c'est un vrai défi. Et Nozay n'a plus de gare depuis 1970. Alors la mobilité, les transports, c'est le talon d'Achille d'un territoire rural comme le vôtre. Absolument, et ça revient très régulièrement. Alors nous avons la chance d'être commune centre de la communauté de communes, et en termes de mobilité, nous avons de la chance parce que nous avons des cars qui partent régulièrement, des lignes qui partent de Nozay vers Nantes, mais ce n'est pas forcément le cas des communes environnantes, des 6 autres communes de la communauté de communes, où ça présente des difficultés effectivement, même s'il y a la gare tram-train à Barret. D'autres communes des personnes de d'autres communes sont en difficulté pour se rendre par exemple à Nantes ou à Rennes, parce que entre leur commune et Nozay, où il y a, je le répète, des lignes de car régulières, eh bien, il faut trouver quelqu'un si on n'a pas de moyens personnels. Oui. Donc c'est un vrai défi dans nos campagnes, la mobilité. Oui. Et alors, la vie associative maintenant à Nozay, elle est réputée très riche. Il y a un exemple, une initiative qui vous a particulièrement touché au cours de votre mandat ?
On a la chance, je le dis souvent, on peut verser toutes les subventions du monde aux associations et mettre à leur disposition des infrastructures. S'il n'y a pas ce que j'appelle le ciment dans les associations que sont les bénévoles, ça ne va pas servir à grand chose. Aujourd'hui, nous avons 75 associations dans le domaine culturel, sportif, etc., qui vivent grâce effectivement aux bénévoles. Il y en a plein que je pourrais vous citer. Peut-être le Nozay Omnisport qui regroupe 13 sections différentes, 13 sections sportives différentes et qui regroupe près de 2300 adhérents, ce qui est très très important. Alors évidemment, ces 2300 adhérents ne sont pas issus simplement de Nozay, mais également des communes environnantes. Mais ça, c'est une vraie richesse. Et puis au niveau culturel, le cinéma, 75 bénévoles qui donnent des séances quasiment tous les jours, 3 séances le dimanche à un prix très raisonnable. Lorsque vous allez à Nantes ou à Rennes, vous payez votre place de cinéma 13, 14, 15 euros. À Nozay, je crois que c'est 5 euros l'entrée. Donc ça permet à tout un chacun d'accéder à la culture, à des films, etc. On est ici dans une paroisse, dans la maison paroissiale de Saint-Clair en Pays Nozéen. Vous, en tant que maire, quel regard vous portez sur ce qui fait la vie paroissiale, sur ce que fait la vie paroissiale dans le lien social d'une commune comme Nozay ? Je trouve que c'est extrêmement important. Moi, j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. J'ai connu une époque où effectivement il y avait des cadres familiales, cadres religieux qui, force est de constater, disparaissent et ça manque. On voit bien aujourd'hui, notamment dans l'éducation d'enfants, on a quelques difficultés dans nos écoles parce qu'il y a des enfants qui, pour des raisons diverses, ont du mal à s'adapter à la vie collective. Et d'ailleurs, la commune on a été obligé, enfin on a voulu embaucher quelqu'un qui s'occupe des enfants en difficulté parce que les parents ont du mal à éduquer leurs enfants. Je crois que et le cadre religieux dans lequel j'ai vécu lorsque par le biais de mes parents, je trouve posait les choses. Et je trouve que la place de la paroisse est extrêmement importante. Vous avez beaucoup travaillé justement avec le prédécesseur du père Jérôme, qui est maintenant au Croisic. Est-ce que vous aviez eu on se voyait régulièrement, ouais. On entretenait des relations régulières, on était amené à s'appeler de temps à autre. Et puis j'ai beaucoup apprécié votre démarche lorsque vous êtes venu me voir pour que je vous présente la commune. Justement, oui, vous vous êtes rencontrés, Père Jérôme. Oui, c'est indispensable. Qu'est-ce qui a fait la démarche ? C'est vous, Père Jérôme, qui avez fait la démarche Oui, à ce moment-là, oui. Mais nous avons été, puisque le Père André Zerbo est venu, nous sommes venus à deux, et nous avons été très bien accueillis. Et vraiment, merci du temps que vous avez passé pour nous expliquer tout ce qui est la vie de la commune et des environs. Non, mais c'était tout à fait normal parce que, je le répète, vous avez toute votre place au sein, évidemment, de notre commune. Et je le répète, c'est à mes yeux très important. Alors, il y a 5 jours, c'est la liste de votre première adjointe, Katia de Saint-Just, qui a été élue avec 72% des voix dès le premier tour. Comment vous avez vécu ce résultat ? J'ai vécu plutôt sereinement. Une élection, restant une élection, il faut toujours être prudent. On avait la faiblesse de penser que nous avions un bon bilan. Et puis le résultat a été à la hauteur de nos espérances. La dernière fois, il n'y avait pas de liste, il n'y avait qu'une liste, ce qui est un petit peu frustrant pour la démocratie, et pour les électeurs, parce qu'on ne peut pas espérer plaire à tout le monde. Là, il y avait 2 listes, donc chacun a pu s'exprimer comme il l'entendait. Et puis, évidemment, je suis ravi que ma première adjointe et une partie de l'équipe qui étaient avec moi prennent la suite. Ils connaissent bien les dossiers, etc. Ils ont plein de projets et je ne doute pas que Nozay va continuer à se développer harmonieusement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de finir, un chantier que vous auriez aimé mener plus loin ? On n'a jamais fini dans cette mission. Dans cette mission, c'est ce que je trouve à la fois difficile et formidable, c'est qu'on n'a jamais fini dans une mairie. Il y a toujours quelque chose à faire. On a eu de gros dossiers pendant ce dernier mandat. Il a été investi 13 millions d'euros. Je crois que c'est un record pour la commune de Nozay. 6 millions d'euros le mandat précédent, là 13 millions. Donc de gros projets, tout en laissant la commune
commune est en bonne santé financière. Il y a le dossier, ça y est, là, qu'on a mis dans les tuyaux et qui était un petit peu l'Arlésienne. L'Arlésienne à Nozay a été longtemps la salle polyvalente qu'on a pu faire, on en a parlé pendant 35 ans, qu'on a pu faire dans le mandat précédent. Et puis un dossier qui est récurrent, dont on parle depuis 25-30 ans, c'est l'aménagement de la route de Nantes, qui est l'entrée principale de Nozay. C'est là qu'il rentre le plus de véhicules. Par lequel je suis passé ce matin. Absolument, oui, probablement, si vous venez de Nantes. Et donc c'est un linéaire relativement important et donc des coûts qui sont faramineux. Et on a repoussé un petit peu ce projet-là plusieurs fois. Et là, ça y est, on s'est dit bon, il faut y aller. Et là, on commence par attaquer le sous-sol avec les eaux usées, etc. Et cet aménagement va se faire au cours de ce mandat. Eh bien, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, Jean-Claude Provost, Monsieur le maire, jusqu'à encore quelques heures. Merci pour votre présence ce matin. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. C'est le Tour des Clochers. Et nous voici au terme de ce Tour des Clochers en direct de Nozay en ce dernier jour de Radiodon. Alors, Père Jérôme, en cette semaine de Radiodon et pour la minute qu'il nous reste, quel message vous aimeriez adresser à nos auditeurs et à vos paroissiens pour conclure cette matinale ? Il y a la joie de découvrir une paroisse et je pense que, j'espère que ceux qui ne connaissent pas encore cette paroisse pourront la découvrir. Merci à tous ceux qui sont intervenus. C'est un remerciement collectif, mais je redirai chaque nom. Ça passe tellement vite qu'on n'a pas pu remercier chacun. On a été quand même super bien accueillis, le Père André et moi, avec une attention. Moi, je me dis, c'est comme une famille. C'est une famille, en fait, la paroisse. Et j'ai entendu aussi de la part de catéchumènes, de la part de paroissiens. Et donc, on est accueillis dans une famille lorsqu'on arrive comme nouveau curé, comme nouveau prêtre. Et donc, c'est des liens qui, bien sûr, prennent racine dans notre foi, mais c'est beau que ça se développe et que ça se concrétise aussi dans cette rencontre. Alors, avec la particularité, vous l'aurez compris, que je suis curé de 2 paroisses qui sont fiancées, mais pas encore mariées. Et donc, on rencontrera très probablement la fiancée, l'autre fiancée, pour un prochain Tour des Clochers. Il y a d'autres initiatives à souligner. Ah oui, il y aura beaucoup encore à découvrir. Donc, Et on rappelle votre anniversaire, vos 25 ans de sacerdoce qui seront fêtés en juin de cette année. Je fêterai le 14 juin, donc j'invite tous ceux qui le désirent à cette messe d'action de grâce à 11h à la maison Saint-Donatien. À Derval. C'est bien entendu. Merci beaucoup, Père Jérôme, pour votre accueil. Et merci aussi à Marie-France Lefeuvre, Jean-Pierre Guiton, Gilles Provost, Marc Chanlon, au Père André Zerbeau, frère Bernard Lemenet et Jean-Claude Provost. Et bien sûr, merci aussi à Laurence Porquet qui a agi dans l'ombre. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Fidélité, d'avoir suivi ce Tour des Clochers en direct de Nozay. N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous aimez, nous confier pourquoi vous écoutez votre radio chrétienne. Un numéro, le 02 40 69 27 37, 02 40 69 27 37. À vous, Clara. Merci beaucoup, Tiffaine, pour votre Tour des Clochers. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau en direct de Saint-Herblain cette fois-ci. En attendant, vous pouvez réécouter ou écouter tout de même le Tour des Clochers dans son entièreté en replay sur www.radio-fidélité.fr. Et si vous avez un petit peu de temps, même laissez un don.